bienvenue à tous, à vous qui êtes en ligne. Bienvenue, on est en direct du boulevard Haussmann, au siège de BPI France, pour ce deuxième événement de We Speak Retail. Avant d'introduire justement un petit peu mes interlocuteurs, revenir un petit peu sur la problématique qu'on va évoquer ce matin, un rapide petit mot justement sur la manière dont ça va se dérouler. Donc on va parler aujourd'hui de post-purchasing. On va à peu près passer 40-45 minutes ensemble. On a également l'occasion via Livestorm d'avoir toute une session qui vous sera réservée de questions-réponses. Donc normalement vous avez une fenêtre sur votre droite sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser des questions selon le déroulé un petit peu de la discussion qu'on va avoir. Donc je disais 40-45 minutes ensemble. Avant de revenir justement, de commencer à introduire cette problématique, revenir justement sur We Speak Retail. On est sur le deuxième événement. On avait ouvert justement cette session au mois de juillet. We Speak Retail, c'est quoi ? C'est un événement qui est co-organisé, cofondé par le Hub BPI France en partenariat avec Comexposium One-to-One Retail E-Commerce Monaco. Et justement, en parlant de Monaco, on se rapproche de l'imminence de la tenue du salon qui sera au mois d'octobre. Ce qu'on cherche à faire via ce format, à chaque fois, c'est d'explorer un nouveau pan de la chaîne de valeur du retail. Et on a une chance chez BPI France, notamment via les entreprises qui sont accompagnées, les entreprises qui sont investies, c'est d'avoir une certaine représentativité de cette chaîne de valeur du domaine du retail. Initialement, au mois de juillet, on avait parlé de paiements fractionnés, notamment autour d'Alma. Là, on va prendre justement un autre pan. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience acheteur post-achat ? Et donc pour ça, on a le privilège d'avoir deux interlocuteurs. Donc Romain qui est cofondateur et CEO de ShipUp, et donc Alix qui est Head of Experience chez Jimmy Fairly. Première question, comment vous allez ? Très bien, merci Mathias. Heureux de te retrouver physiquement. Ouais, c'est sympa aussi de se retrouver physiquement, ouais, tout à fait. Ouais. Donc comme je vous le disais, à peu près 40-45 minutes, et en fin de session, on aura la possibilité de prendre certaines questions qui seront remontées, donc via ce Livestorm, et je suis certain que via la période qu'on a tous traversée, vous commencez à être coutumiers de ce type d'outils. Basculons justement sur le sujet, cette problématique, cette tendance de post-achat. On a l'impression que c'est un petit peu le nouveau champ de bataille dans le domaine du retail, que ce soit aussi bien côté commerce physique, brick and mortar, et également dans le online. Ce qu'on se propose d'explorer ce matin, justement, avec les témoignages d'Alix et de Romain, c'était de revenir justement sur une expérience pratico-pratique. Car ça, c'est véritablement la philosophie qu'on veut justement sur ce type de format. Essayer d'éviter tout propos qui peut être un peu lénifiant, poncif, et véritablement revenir sur une expérience de collaboration vertueuse entre un éditeur de solutions qui a cristallisé ce problème, qui essaie d'y répondre, et justement un retailer qui est sensible à ce type de sujet, qui a déployé, qui va nous expliquer justement la manière dont ce retailer a appréhendé le sujet, quelle était la logique un petit peu de ROI, court, moyen terme, et également quelles ont été les différentes facettes en termes d'impact. Quand je parle d'impact, on va diviser justement un petit peu cette session en 3 temps. Dans un premier temps, revenir sur quelle est l'interaction par rapport à un client final, un acheteur, un utilisateur, dans cette logique un peu post-achat qui peut y avoir, comment on peut le notifier, comment on peut avoir une expérience qui peut être assez brandée à l'image du retailer, et également, comme dans la majorité de l'audience aujourd'hui online, beaucoup de retailers, j'imagine, parmi vous, beaucoup de questions également sur le domaine organisationnel. On parle évidemment l'interaction avec l'acheteur, mais qu'est-ce que ça implique également côté support, côté CSM, comment on peut optimiser justement ces logiques de tickets et de se dire, toute cette donnée-là aussi, ça permet d'optimiser un centre de support. Et là-dessus, on est très avide d'avoir ton propos, Alix, sur ce type de sujet. Avant de parler de ce retour d'expérience, j'aimerais que vous vous présentiez rapidement. Alix, si tu veux bien te présenter. Oui, bien sûr. Alors moi, je viens d'une formation un petit peu atypique parce que j'ai fait d'abord de l'éco et du droit pour finir en lobbying. Voilà. Donc rien à voir avec ce qui est service client. Finalement, j'ai voulu me rapprocher de ce qui était un petit peu plus proche de moi et de choses un peu plus concrètes. Et à ce moment-là, j'ai intégré l'entreprise Louis-Yetu, qui était à l'époque toute petite. C'était en 2017. Donc on était Louis-Yetu qui est dans le domaine de la joaillerie, c'est bien ça ? Exactement, de la bijouterie fantasy. Et on était 5 personnes. Donc je suis arrivée avec une mission en fait très claire. C'était de descendre les centaines et centaines de mails qu'on avait reçus sur 3 boîtes mail différentes, toute seule, juste après la période de Noël. Donc c'était un gros challenge.
Et évidemment, de plus en plus de succès pour Louis et Tu. On est passé de 5 personnes à 60 personnes en l'espace de 2 ans. Donc évidemment, les achats sur le site, puisque c'était une boîte qui était digitale, on avait 95% de nos clients qui achetaient sur le site, nous ont amené en fait à avoir une récurrence d'insatisfaction sur la livraison. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ShipUp, qui m'a bien aidée. Donc je connaissais déjà ShipUp avant d'être chez Jimmy Fairly. Et donc je suis passée de cette boîte très digitale à une boîte un petit peu plus retail, même complètement retail, en intégrant Jimmy Fairly pendant le premier confinement. Donc Jimmy Fairly, dans le domaine de la lunette. Exactement, exactement. On fait des lunettes de vue et des lunettes solaires. C'est une boîte qui a été créée il y a une dizaine d'années par Antonin Chartier et Sacha Bostoni, avec comme ambition de révolutionner en fait le marché de l'optique en proposant un produit de qualité, mais accessible. On sait que les lunettes aujourd'hui haut de gamme, très chères. Abordable, c'est ça? Haut de gamme abordable, et exactement. Ce que j'avais cru comprendre, c'est dans ce domaine aussi qui est historique, c'était de rationaliser un petit peu la chaîne de valeur, les différents acteurs intermédiaires. C'est ça. Plus d'intermédiaires. On crée nos lunettes en interne. On les distribue dans notre propre réseau de boutiques qui en compte environ un petit peu plus de 60 aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut gérer de A à Z. Et pour nous, l'expérience client, c'est vraiment le centre en fait de notre intérêt, quoi. On y fait super attention. Le moindre problème client, tout le monde en parle. Toutes les décisions sont prises autour du client. Donc c'est super important pour nous en fait de satisfaire nos clients, qu'on en parle, etc. Donc aujourd'hui, j'ai pris la tête de l'équipe service client. J'ai 6 personnes du coup à manager en fait pour répondre aux clients et pour répondre aussi à l'équipe retail, puisqu'on a nos 60 boutiques et eux aussi sont confrontés à des problèmes service client et des clients qui viennent en fait en boutique auxquels ils doivent apporter des réponses. Sur lesquels on aura, je pense, l'occasion d'y revenir, d'avoir une certaine profondeur et Tout à fait. pratique là-dessus. Et moi, je m'appelle Romain. Je suis un des 3 cofondateurs de ShipUp qu'on a créé avec Terence et Quentin en 2016. J'ai un parcours école de commerce et on a monté cette boîte directement à la fin de nos études. Okay. Et j'ai une expérience de data analyst. Donc à l'origine, je connaissais pas mal la data. J'ai eu une expérience en e-commerce aux États-Unis et c'est là que on a mis un peu le pied à l'étrier avec mes associés au sujet dont on va parler aujourd'hui. ShipUp aujourd'hui à peu près une 50aine de collaborateurs. Ouais, aujourd'hui on est 50, on a 2 bureaux, on a un bureau à New York et un bureau à Paris. Okay. On sert 400 marques dans le monde. On a à la fois des DNVB comme des Respire, Le Petit Ballon, Blissim, plein de marques assez connues. Mais on a aussi des gros acteurs beaucoup plus traditionnels. Le groupe Leclerc, Intermarché, le groupe Yves Rocher. Donc on est assez large dans notre spectre de clients dans l'e-commerce. Ok, très clair. On va de suite basculer justement un petit peu sur le post-purchasing. Et évidemment, l'un des premiers aspects, l'un des premières facettes est autour de l'expérience acheteur, de se dire c'est toujours un moment stressant une fois qu'il y a eu le paiement, à savoir qu'on paie un produit comptant. On attend la livraison. Donc c'est là aussi il faut être assez proactif, contextualiser, avoir du temps réel vis-à-vis de l'acheteur. À quel moment, toi, Romain, tu as commencé à cristalliser ce problème? Il me semble que tu as eu une expérience, justement, tu parlais de New York, chez Casper, donc DNVB très connu dans la vente de matelas. Une DNVB avec une expérience d'achat qui est très inspirante en termes d'acquisition. Enfin, voilà, un vrai modèle là-dessus. Et c'est là où tu as commencé avec tes associés à voir que il y avait une scission post-paiement. En fait, j'ai eu de la chance. Je me suis retrouvé chez Casper 8 mois après le lancement du site internet. C'était tout début 2015 et c'était un peu un phénomène à New York parce que les chiffres de vente des premiers mois étaient gigantesques. Les 28 premiers jours, ils avaient déjà vendu pour $1 million de matelas. Et j'étais data analyst, mais je travaillais à côté du service client. Et en fait, je voyais à quel point les agents essuyaient des appels de clients furieux qui étaient horribles à gérer. Des clients qui pleuraient, des clients qui criaient, qui nous racontaient des histoires. Je me souviens d'une histoire où
un acheteur en ligne nous disait qu'il avait menti au travail en disant qu'il était malade parce que UPS devait livrer son matelas ce jour-là et UPS n'était pas passé. Donc le client était hyper furieux. Et les agents essuyaient ce type de critiques toute la journée. Et c'était très embarrassant pour la marque parce qu'on avait des campagnes de pub qui étaient géniales. Dans le métro, tout le monde les connaissait à New York. Donc on parlait justement d'une expérience d'achat qui était très inspirante. Et puis après, il y avait cette scission. Ouais, tout à fait. On était une marque hyper excitante. Et sauf qu'une fois que le client avait commandé, on était un peu comme la plupart des e-commerçants et en effet, il y avait des problèmes de livraison. Et donc, c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire parce que on savait très bien communiquer, on savait très bien rassurer les clients parce que avoir l'engagement d'un matelas, enfin d'acheter un matelas en ligne sans l'essayer et le payer $1,000, ça montrait bien qu'on était capable de rassurer les clients. Mais par contre, après l'achat, on les laissait paniquer de leur côté sans rien faire. D'accord. Et alors, j'imagine c'est assez trivial pour un retailer de se dire je me dois de prolonger, d'avoir quelque chose qui est fidèle à mon messaging, à mon image de marque, à mon univers de marque, pour continuer justement ce côté inspirant. Pour autant, j'imagine que le problème à tacler fonctionnel, il n'est pas anodin. Ça veut dire quoi quand on envoie une notification temps réel, quand on envoie de la contextualisation au client? Vous, derrière ça, le premier sujet à tacler, c'est de se connecter aux données temps réel de différents acteurs, parce que cette chaîne de valeur côté transport logistique, elle est assez atomisée. Il y a différentes opérations sur lesquelles on peut revenir, différents processus, et également multitude d'acteurs, que ce soit les centres de tri, entrepôts. Ça se passe comment tout ça? En fait, pour revenir sur notre produit qui repose sur cette analyse de données, aujourd'hui, on va en fait aider nos e-commerçants sur leur expérience post-achat. Donc, on a toute une brique au service du service client dont on va beaucoup parler aujourd'hui, avec des alertes en temps réel quand un incident survient, des enquêtes de satisfaction à la livraison. Et on a aussi toute une brique autour de l'expérience purement de l'acheteur en ligne, c'est-à-dire lui fournir des notifications en temps réel brandées aux couleurs de la marque, bloquer les emails des transporteurs, créer une page de suivi sur le site de nos marques. Et en fait, pour permettre tout ça, on est en effet connecté chez nos e-commerçants à leurs entrepôts pour suivre la phase de préparation et ensuite à leurs transporteurs pour suivre la phase de livraison. Et il n'y a pas de standard dans le monde qui dit à quoi devrait ressembler un système de suivi. Donc chaque transporteur a créé son propre système de suivi. Voilà. Donc, il faut qu'on trouve, nous, comment accéder aux données. Il faut qu'on trouve ensuite comment unifier les données dans un langage universel pour que nos e-commerçants n'aient pas à comprendre la différence entre un UPS et un Mondial Relay. Par exemple, chez UPS, il y a 400 événements de suivi différents. Chez Mondial Relay, il y en a 12 ou 15. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que notre e-commerçant n'ait pas à se confronter à cette difficulté-là? Et puis, il y a aussi un gros pan d'analyse de données parce qu'en fait, ces données-là, elles sont générées par des opérateurs humains sur le terrain. Et ces gens, forcément, font des erreurs, font des doublons. Donc, il y a énormément de suivi de colis qu'on regarde qui ne font pas sens a priori parce qu'on va avoir l'impression qu'il a été livré 3 fois ou qu'il est reparti 2 fois en centre de tri. Et en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a des erreurs. Donc, on doit aussi corriger ça pour apporter la bonne information au client final et ne pas l'inquiéter sans raison, en fait. Et j'imagine que ça a beaucoup évolué également. En fait, on parlait de cette chaîne de valeur transport logistique qui est complexe à décrypter, qui est atomisée. Avant, c'était quoi la tendance? C'est un retailer, un transporteur. Maintenant, c'est plusieurs transporteurs. C'est un petit peu ça la tendance? Nous, ce qu'on observe, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois, il y a plein de tentatives de nouveaux modes de livraison. Il y a des livraisons, par exemple, de produits frais, de plus en plus, des paniers, par exemple, pour préparer son repas à la maison, dans lequel on va avoir du saumon. Donc ça, il faut être capable de le livrer, ou des fleurs. On a aussi des livraisons de plus en plus de meubles. Donc on a tout un tas de modes de livraison, des coursiers en vélo cargo dans les grandes villes. Donc ce qu'on voit, c'est que les e-commerçants, quand ils grossissent, essaient évidemment d'apporter le plus d'options possibles à leurs clients pour satisfaire celui qui va être en centre-ville et qui veut une livraison rapide, celui qui a peut-être un peu moins de budget et qui va prendre un point relais. Et donc, c'est vrai que on a parfois des e-commerçants qui ont 10, 12, 15 transporteurs différents selon leur cas d'usage. Alix, alors moi je suis ravi que tu sois là double titre parce que tu es une double utilisatrice, j'ai pu comprendre de ShipUp, donc ça veut dire que derrière ça, tu as eu
à cristalliser justement ce problème, aussi dans tes expériences précédentes. On peut revenir là-dessus, en fait, chez Louis et tout. C'était quoi justement le sujet que tu as commencé à cristalliser? C'était quoi? C'était autour de la donnée, de se dire, il y a un volume considérable de tickets d'insatisfaction? Alors, en fait, oui, quand je suis arrivée, il y avait énormément de messages suivi livraison. Et puis, c'est aussi un constat, en fait, que j'ai fait même personnellement. Je suis plutôt une grosse consommatrice digitale. Okay. Et à partir du moment où j'appuie sur valider mon panier, commander, j'ai plutôt tendance à aller tout de suite voir ma boîte mail et limite à aller à la fenêtre pour voir où en est ma livraison, à consulter régulièrement, enfin voilà, toutes les 2 heures, limite ma boîte mail pour savoir si oui ou non j'ai bien reçu mon colis, même si c'est 2 heures après ma commande. Et avec le nombre de tickets que je recevais chez Louis et Tu, je voyais qu'en fait, il y avait vraiment une impatience des consommateurs de recevoir leur colis. Donc, c'était vraiment énormément de tickets de suivi livraison, une frustration qui s'était un peu créée aussi parce que les seuls mails qu'ils recevaient, c'était des mails colissimo qui arrivaient soit dans les spams, qui n'étaient pas forcément jolis, qui donnaient pas forcément les bonnes informations, ou même qui inquiétaient carrément le client, parce que quand on reçoit votre commande est perdue, ok. Et surtout qu'en attente de colis, on cherche surtout de l'information et de la réassurance. C'est ça. Donc en fait, on cherche systématiquement à se rassurer régulièrement et à être autonome aussi en fait sur le suivi. Donc j'ai cherché à mettre ça en place. Sachant que nous, notre principale plateforme, c'était vraiment notre site web. J'ai commencé par intégrer une page de suivi qui permettait en fait aux acheteurs d'aller consulter régulièrement où en était leur commande, où en était leur suivi de livraison. Et ensuite, évidemment, j'avais mis en place les notifications avec l'aide de ShipUp qui me permettait soit d'alerter le client sur là où en était sa commande, et si jamais il y avait un incident, je pouvais choisir de prévenir soit mon service client, soit le client. Sachant qu'évidemment, je choisissais d'avertir le service client pour pouvoir reprendre la main et avoir une information super quali et être proactif. D'accord. Des différences notables, étant donné les canaux de vente qui sont un peu différents entre Louis et Tu et Jimmy Fairly. Ouais, Est-ce que ça change aussi la manière d'appréhender, de tacler ce problème post-purchasing? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on est très retail chez Jimmy, donc forcément la livraison de nos commandes se fait en boutique. Et donc on parlait tout à l'heure un peu de complexité opérationnelle et de configuration. Et en fait, j'ai dû en arrivant chez Jimmy Fairly mettre en place ShipUp d'une autre manière. Donc la façon de relier ShipUp à notre transporteur était beaucoup plus on va dire beaucoup plus poussée parce qu'on avait un transporteur qui n'était pas forcément utilisé par tout le monde, donc pas forcément configuré. On a dû développer pas mal de choses en fait pour pouvoir envoyer les bonnes informations. Et comme c'est du retail, on pouvait pas être tributaire non plus du tracking de livraison. C'est-à-dire qu'on avait quand même une réception à faire par la boutique, un contrôle qualité, voir si la commande était bien réceptionnable, on va dire, par le client. Et donc, en fait, on a dû remanier un petit peu la fonctionnalité alerte et notification des clients en fonction de notre besoin, en envoyant de nouvelles notifications aux clients qui nous permettaient, en fait, de rendre les boutiques autonomes dans l'envoi de l'alerte. C'était plus automatisé, c'était vraiment nous qui décidions quand l'alerte de livraison, partait. Ok. Voilà. Comment on passe d'un premier temps de se dire, bon, j'ai un volume qui est relativement conséquent d'insatisfaction ou de demande, où est-ce qu'on est mon colis, jusqu'à se dire, aussi, il y a un superbe effet d'aubaine avec le post-purchasing, et de se dire, demain, on peut aller beaucoup plus loin, pas juste dans le côté fonctionnel informatif, et de se dire, c'est un vrai levier marketing aussi d'acquisition, de fidélisation. C'est quoi? C'est une transition qui se fait dans le temps? Est-ce que c'est... Je vais laisser Alix répondre pour sa propre expérience. Nous, ce qu'on observe un peu en général sur le marché ces dernières années, c'est que la maturité des e-commerçants évolue sur ces sujets-là. D'abord, quand on lance son site e-commerce, il faut avoir un beau site, être capable de prendre des paiements, il faut faire peut-être de l'acquisition payante. Il y a énormément de sujets à régler et le post-achat, c'est peut-être pas le premier sujet qui va arriver. C'était un peu le parent pauvre, justement, le post-achat, il y a encore quelques années dans ce parcours client. Mais plus la maturité de tout l'écosystème e-commerce avance, plus on se rend compte déjà qu'on dépense énormément en acquisition et parfois ce sont des clients qui ne viennent qu'une fois et donc ces clients-là sont pas forcément rentables financièrement. Donc on commence à se rendre compte qu'après avoir fait beaucoup de dépenses en acquisition, il faut peut-être essayer de fidéliser davantage ses clients. Et à ce moment-là, forcément, on commence à réfléchir au post-achat et à se dire
peut-être qu'un budget sur le post-achat serait aussi intéressant financièrement plutôt que de tout mettre sur de l'acquisition, par exemple. Justement, en fait, pour reprendre quelques chiffres, en effet, que j'évoquais en introduction, donc j'avais vu ça justement en préparation de cette table ronde, selon un sondage mené par l'IFOP. 88% des consommateurs consultent des avis en ligne avant de passer à l'acte d'achat et 36% consultent en priorité les avis étoile 1. Donc on s'imagine justement un peu les dégâts qui peuvent être causés, le côté viralité qu'il peut y avoir autour de ça, ouais. Oui, tout à fait. Je pense que c'est là où Jimmy Fairly est très fort et vous signez très très bien vos avis clients et votre satisfaction client. On fait très très attention et effectivement, en fait, ShipUp nous permet de mettre en place aussi une enquête de satisfaction à la fin des mails de livraison. Et on a mis une redirection qui permet aux promoteurs, on va dire, de la marque d'être dirigés directement sur des sites d'avis et donc de faire la promotion et d'amener de nouveaux clients et de rassurer les potentiels nouveaux clients en fait sur leur expérience Jimmy Fairly. Et après, c'est vrai que l'expérience post-achat pour moi est super importante, mais tu l'évoquais au tout début. Effectivement, quand on a une expérience d'achat qui est super qualitative avec une marque qui est super dynamique, qui fait une promesse client en fait qui est énorme. Le client est dans l'attente en fait que ce soit aussi incroyable après qu'il ait cliqué sur commander et après qu'il ait donné son argent. Et c'est vrai que chez Jimmy Fairly, j'ai remarqué ça en arrivant. En fait, on a une expérience en boutique avec un NPS à 90. Et finalement, je voyais qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de tickets sur la livraison et j'avais beaucoup de retours, notamment sur les sites d'avis, où on disait, en fait, c'était génial, mais à partir du moment où ils ont vendu leurs produits, etc., il se passe plus rien et je me sens plus accompagnée et je suis un peu stressée. Donc ça donnait forcément un gros point de frustration et d'insatisfaction. Et on a réussi, en fait, avec ShipUp, à essayer de cutter cette source d'insatisfaction et puis aussi de mettre une data sur le NPS à la livraison et post-achat. Puisque maintenant on est à 60 à la livraison, avec un objectif évidemment d'être aussi performant que pendant l'expérience d'achat, mais au moins on a réussi à couper énormément de sources d'insatisfaction qui dénotaient complètement avec l'image de la marque. Dans votre propos croisé, je retiens justement deux choses, c'est de se dire le post-achat, ça va au-delà de la notification, de l'information, c'est offrir de la contextualisation, de la réassurance et également c'est mettre en place, déployer, concevoir une expérience post-achat qui est concordante avec ma logique de publicité, d'acquisition et ça c'est quelque chose en fait qu'on peut faire justement avec ShipUp, de se dire tiens, je suis une DNVB, j'ai pour habitude de tutoyer mes clients, j'ai pour habitude d'avoir ce tone of voice, ce messaging, c'est véritablement ce que vous proposez à vos clients? On peut même aller assez loin. Alors, je dirais qu'il y a un peu la brique de base où on va, nous, pousser nos marques à utiliser leur propre ton avec leurs clients. Donc, faire des blagues s'ils ont envie de faire des blagues pendant la livraison, les tutoyer, les vous voyez, mettre leur design. Mais au-delà de ça, ils vont aussi pouvoir utiliser nos notifications, nos pages de suivi qui vont générer énormément de trafic parce que les clients ont envie de savoir où on est leur commande. Ils vont pouvoir les utiliser pour afficher d'autres contenus. Donc, ça peut être une promo du moment ou ça peut être un tutoriel ou ça peut être n'importe quoi. Alors ça justement, c'est quelque chose, je pense, qui peut intéresser notre audience. C'est que si je suis avec Colissimo, entre guillemets, j'ai une certaine perte de trafic. Tandis que là, je vais me réapproprier le trafic en disant au retailer, j'ai ma page de suivi sur mon propre site web, c'est bien ça? Exactement. Donc, quand on va s'installer chez une marque, on va lui permettre d'envoyer des notifications en temps réel au client à chaque étape de la commande, quand ça se passe bien et quand ça se passe mal. Mais si moi je suis proactif en tant que client, je peux aller sur le site de la marque. Dans ces emails, on va avoir un bouton suivre mon colis, qui est une URL sur laquelle on peut retourner quand on veut. C'est une page de suivi. Et au lieu d'aller sur le site de Colissimo, on va revenir par exemple sur le site de Jimmy Fairly et on va voir les informations sur sa commande et on va voir d'autres informations autour que l'e-commerçant souhaite afficher. Et c'est vraiment sur le site de l'e-commerçant. Donc réappropriation du trafic pour le retailer, c'est ça? Donc des sources qui sont additionnelles. J'achète un produit, je vais me loguer, j'ai envie de savourer mon colis. Typiquement, on pourrait mettre en place un tutoriel, ce type de choses. Il y a des choses comme ça, et même on peut aller encore plus loin. On est connecté, par exemple, avec des solutions comme Nosto qui font de la recommandation de produits. Et du coup, donc là, on va parler. Donc là, avec une logique. Là, c'est vraiment marketing. Là, avec une logique cross-sell, c'est un peu ça? Ça peut être si l'e-commerçant a envie de donner cette coloration-là à sa page de suivi et qu'il utilise Nosto, et ben en effet, avec ShipUp, on va lui permettre de faire
de la recommandation de produits sur sa page de suivi. Là où on est aussi par exemple connecté avec un Klaviyo, qui est un outil d'email marketing, et en fait on peut faire partir toutes les notifications de ShipUp depuis le Klaviyo de notre e-commerçant. C'est-à-dire que la frontière entre communication marketing et transactionnel va un peu disparaître, et sur un outil d'email marketing, il va aussi envoyer ses notifications ShipUp via cet outil. Donc réappropriation du trafic, donc typiquement le retailer se réapproprie aussi un contact post-achat, donc et on peut observer justement le nombre d'interactions, de touch of point que peut avoir un client, entre un client et un retailer sur savoir où en est ma commande. Ça, c'est des... Mais nous, ce qu'on mesure au global, je ne sais pas si ça a été mesuré chez Jimmy Fairly, mais par exemple, sur les notifications email qu'on envoie, on a un taux d'ouverture moyen de ces emails qui est aux alentours de 50%. C'est parfois même encore plus haut chez certains e-commerçants, ce qui est énorme parce que si on envoie une campagne marketing, par exemple, on va avoir un taux d'ouverture de 5, 10, 15%. Donc là, on a beaucoup plus d'ouverture sur ces notifications. Et une page de suivi sur une commande, elle va être consultée en moyenne 2 fois, voire parfois 2,5 fois. Donc à chaque fois, ça veut dire qu'un client va revenir 2 fois sur le site de l'e-commerçant et donc générer autant de trafic. Donc là on revient véritablement dans cette expérience post-achat qui est partie intégrante de l'acte commercial et de la relation au côté client. C'est véritablement là que vous essayez de vous inscrire. Comme je le précisais un petit peu en préambule, on avait justement un petit peu compartimenté, je dirais cet échange autour de 3 axes. Un premier justement qui était ce côté interaction client, et maintenant basculer sur un côté qui est davantage côté organisationnel, côté support client, et voir justement les impacts positifs que peut avoir la mise en place d'une solution de post-purchasing. On parlait de contextualisation d'informations. Chez Jimmy Fairly, c'est quoi le quotidien avec les agents au support? Qu'est-ce qu'on constate? Les volumes, c'est toujours où est-ce qu'en est mon colis? Ou est-ce que c'est plutôt il y a du retard sur mon colis? Comment ça s'organise tout ça avec une équipe de support? Alors, nous, il faut savoir que quand je suis arrivée, on avait un volume de tickets suivi commande, donc toutes questions confondues, où en est mon colis, je n'ai pas été avertie, je crois que mon colis a été perdu, etc., qui représentait 30% quand même de mes demandes clients. Donc, assez considérable, voilà, assez considérable, évidemment, pareil, des collaborateurs assez stressés parce qu'ils répondaient à des mails de clients qui étaient stressés également, sans avoir forcément d'informations fiables, parce qu'on avait des outils environ 5. Je suis censé répondre, j'ai voilà. Pas de contextualisation, j'ai pas d'informations, et avec un côté un peu ingrat dans cette position. Un côté complètement ingrat qui est super stressant. Il répondait toute la journée en fait à des messages un peu agressifs parce que les clients étaient très inquiets de leur livraison sans avoir de véritable réponse à apporter. Donc le problème se décalait, s'accumulait, etc. En plus de ça, il y avait des tâches qui étaient super manuelles, très répétitives, un travail d'enquête qui était assez ardu. Parce que c'est fastidieux, en fait, il faut que j'aille chercher l'information au cas par cas. Il faut identifier la commande, il faut savoir dans quel outil aller chercher, il faut vérifier dans tel outil que l'information est fiable, donc on va aller consulter un autre outil. Et puis ensuite, finalement, ça apportait 2 fois plus de travail parce que quand on n'arrivait vraiment pas à identifier où en était la commande, le meilleur moyen d'être certain qu'une commande était livrée, c'était d'écrire un mail à la boutique, d'attendre que la boutique réponde, donc on fait encore attendre le client. Et puis, une fois que la boutique a répondu « non, je l'ai pas », il fallait relancer une commande, réattendre 10 jours que la commande soit faite. Donc, c'était assez... D'autant plus que les lunettes, on les retire en boutique, c'est bien ça? Exactement. Donc, c'était quoi? C'était des clients qui venaient... Et des clients en plus, effectivement. Là, c'est ça? C'est ça. Des clients qui venaient tous les jours en sollicitant les équipes boutiques qui, eux, n'avaient aucun accès au suivi, n'avaient aucun outil en fait pour savoir où en étaient les commandes et qui, du coup, se retrouvaient face à des clients à répondre « je ne sais pas ». Écrivez au service client. Donc la pire réponse qu'on puisse apporter face à un client inquiet. On endosse évidemment la problématique, le sujet du transport logistique. Par contre, on ne le maîtrise pas du tout sur l'information, la contextualisation. C'est ça. Et à partir du moment où on commence à mettre en place, à insérer dans son processus une solution de post-purchasing, comment ça se traduit? C'est un volume de tickets, on se dit, tiens, ça c'est
automatisables ou du moins ils ont les mêmes scénarios, on les recoupe et donc on peut gagner du temps là-dessus, des gains de productivité. C'est comme ça que ça se traduit? On peut gagner des gains de productivité, bien sûr, puisqu'en fait on essaye d'automatiser au maximum les tâches des agents du service client. Pour donner un exemple assez concret, quand je suis arrivée, je savais que Jimmy Fairly envoyait un SMS pour avertir les clients de la disponibilité de leur commande. Je trouvais ça génial. J'avais hâte juste de savoir comment ils faisaient. Et donc, je suis arrivée et je me suis dit, je vais enfin voir un petit peu les coulisses de cette méthode, etc. Et puis, en voyant les coulisses, je me suis rendu compte qu'en fait, quand les commandes arrivaient en boutique, déjà, elles étaient peut-être pas toutes arrivées, la boutique déballait chacune des commandes, remplissait un Google Sheet sur lequel il y avait 56 onglets, donc un onglet par boutique, en mettant les infos du client, le numéro de la commande, enfin bref, donc un taux d'erreur humaine qui était assez important. Une fois que c'était rempli, le service client, une fois par jour, centralisait les informations dans un fichier Excel, donc prenez chaque onglet des 56 onglets pour tout regrouper, et ensuite aller sur un site qui s'appelle Envoyer SMS Pro, et hop, c'était envoyé. Donc ça prenait quand même 2 heures dans la journée de au moins un de mes agents. L'information n'était pas fiable pour le client, pas fiable pour les boutiques parce que ça leur prenait également du temps en fait. Quand on demande à quelqu'un d'être sur le floor et de vendre toute la journée, de dire tu vas quand même prendre 1h30 pour réceptionner toutes les commandes et fais attention à pas te tromper parce que sinon le client n'est pas informé. C'était quand même un petit peu douloureux pour les 3 parties. Donc effectivement, ça m'a permis d'identifier ce point d'automatisation qui a été le premier point en fait d'envoyer l'information du client grâce au lien de tracking qu'on a envoyé à ShipUp. Une fois que la commande était marquée comme livrée sur le lien de tracking, le SMS partait. Et ça m'a permis de réduire en fait le temps qui était pris pour mes agents et pour les collaborateurs retail, de fiabiliser l'information client. Et aussi de baisser mon nombre de tickets suivis de livraison. Par exemple. Et je me souviens justement, ouais. pour rebondir sur le rôle des agents, pardon, tu prenais cette expression de super-héros, de se dire avant, côté forcément ingrat, je dois répondre à une problématique de logistique, de transport, de livraison, avec une information que je maîtrise pas. Désormais, j'ai une contextualisation, donc une logique davantage de réassurance. Maintenant, de tes agents, c'est là-dessus que ça se repositionne? Alors, j'ai repositionné, effectivement, j'ai pris le truc inverse. On était avant tributaire vraiment de nos transporteurs. Et aujourd'hui, comme je peux décider quelle notification est envoyée à mes clients, par exemple, s'il y a un échec de livraison ou une commande perdue, j'ai pas envie que mon client reçoive cette information sans que moi j'en sois informée. Je préfère en fait que mes agents arrivent un petit peu comme des super-héros, reçoivent eux la notification de le colis a été perdu et écrivent ensuite un message au client en disant « Au fait, j'ai pensé à vous aujourd'hui, je viens de regarder votre tracking livraison, le tracking de votre commande. Elle est perdue, je voulais juste vous avertir, j'en ai repassé une autre, donc vous inquiétez pas, vous allez la recevoir dans tant de temps. » Et en fait, ça repositionne totalement le service client. Le client n'a même pas eu le temps de se rendre compte qu'il y avait un problème. Déjà, le service client a apporté la solution. Et en fait, il y a un côté waouh au niveau de l'expérience qui, justement, remet tout à niveau sur l'image de marque qu'on veut renvoyer. Romain, toi qui as une position privilégiée en travaillant avec pas mal de clients, de DNVB, de retailers, etc. On se disait, on peut pas tout maîtriser, notamment le transport, la logistique, il y aura forcément des écueils. Pour autant, on se doit d'être proactif vis-à-vis de l'information, de la contextualisation. Quand bien même il peut y avoir des problèmes de transport, qu'est-ce que toi t'observes? C'est de se dire, vous avez encore quelques heures pour attraper le client, de se dire, le transport, évidemment, vous devez l'endosser. C'est quoi? Il y a des fenêtres de tir, il y a des choses que tu observes là-dessus? En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on a lancé ShipUp, je pense que l'écosystème était moins mature et parfois on nous disait, mais ça sert à quoi d'envoyer des notifications brandées avec le ton de la marque pas vraiment utile, quoi. Mais en fait, on se rend compte que l'impact psychologique qui se voit après dans les KPIs, il est énorme. C'est-à-dire que aller vers un client, comme le disait Alix, avant que lui-même se soit rendu compte du problème, lui apporter les bons mots, peut-être lui donner un code promo pour s'excuser, lui dire pas d'inquiétude, il y a peut-être un jour de retard, mais chez nous, c'est classique, ça va arriver. Tout ça, ça permet tout simplement de désamorcer un client qui, sinon, aurait peut-être contacté le service client agressivement. Ou même parfois, ce qu'on voyait chez Casper, et ce qui était pire, c'est une masse de clients potentiellement mécontents dans la nature, mais qui ne faisaient pas l'effort de nous appeler. On savait qu'ils avaient eu des incidents de livraison. Ils nous avaient pas appelés, et donc on n'avait pas vraiment pu adresser leur mécontentement parce qu'on les avait pas détectés, en fait.
D'accord. Donc ça, c'est l'un des fondements de la proposition de valeur. Je vous propose, vous, retailers, une nouvelle source de données. Soyez proactifs, soyez dans la réassurance. Et justement, ces sources de données, elles seront de quelle nature, véritablement, de tout ce que vous pouvez injecter dans différents outils, dans la stack d'outils de centre client. On parlait justement des différents outils. Typiquement, sur mon interface, que je sois sur un Gorgias, un Zendesk, un Salesforce, qu'est-ce que je vais voir? Alors en fait, on a parlé au tout début de tous ces produits autour de l'expérience que va avoir l'acheteur en ligne. Et Alix aussi, ce qu'elle utilise, c'est un produit qu'on a autour de ce qu'on va faire pour le service client. Et ça a commencé avec une intégration avec Zendesk. D'accord. Donc là, c'est pas juste de la notif, c'est moi, service client, j'ai mon dashboard, j'ai un peu ma station sur laquelle j'aurai mes analytics. Donc là, ce qu'on va permettre aux agents, c'est d'abord de recevoir des alertes en cas d'incident grave, comme les colis perdus, directement au service client. Donc ça veut dire directement dans leur Zendesk, leur Salesforce, leur Gorgias, leur EasyWare, donc de recevoir un ticket. On va leur permettre également, au moment de chaque livraison, d'envoyer une petite enquête de satisfaction au client. Et donc, si le client est content, on le renvoie vers un Trustpilot ou autre. Et si le client est mécontent, on reçoit un ticket dans son Zendesk pour pouvoir tout de suite aller essayer de le sauver. Et puis, on a aussi une app dans ces solutions, notamment Zendesk, où on va injecter toutes les données de suivi de l'e-commerçant dans son Zendesk. C'est-à-dire que si l'agent ouvre une plainte d'un client, on va lui afficher instantanément sur l'interface qu'il utilise toutes les commandes de ce client et tout l'historique de suivi de ses commandes. Donc il n'a plus à essayer d'aller retrouver la commande dont le client parle, trouver le numéro de suivi, le copier, aller sur le site du transporteur, le coller. Il voit tout directement s'afficher dans l'interface qu'il utilise au quotidien. Alix, on parlait justement de ce centre de support que tu gères, de cette expérience client. Également, quelles sont les choses que tu as pu optimiser, toi, en termes de processus dans tes opérations? Est-ce que justement, sur ces datas, tu as tiré des insights, des enseignements, de dire, tiens, finalement, peut-être qu'on devrait faire ça? Premier point. Et le second, de ce que j'ai cru comprendre dans votre collaboration, c'est un côté qui est très modulable, très paramétrable. Donc, tu as cette compréhension désormais de l'analyse de vie de commande. Et c'est toi qui choisis, tiens, à tel moment, j'envoie des choses, quand bien même il n'y a pas forcément d'incident? Oui, alors en fait, ce qui est très pratique avec ShipUp, c'est que j'ai totalement la main sur les messages qui sont envoyés. C'est pas aussi difficile que de contacter tel service qui s'occupe d'envoyer des mails transactionnels, etc., etc. Je suis vraiment totalement autonome. Donc, je peux pousser, en fait, les informations vraiment quand je le souhaite, soit vers mon service client, soit vers mes clients. Et surtout, en fait, en fonction des retours que j'ai dans les enquêtes NPS ou même les retours que j'ai du terrain quand j'ai une boutique qui m'appelle en disant que des clients ont pas trop compris parce qu'ils ont reçu ce message-là, donc c'est pas forcément pertinent de l'envoyer. En fait, je peux tout de suite le désactiver. On s'adapte vraiment en temps réel, en fait, aux besoins du client. Donc c'est super pratique. Je peux faire aussi le design que je veux, pousser si jamais il y a de nouvelles corrections, avoir plus le côté marketing et donc pousser un produit ou de nouvelles collections ou un message même de la marque, c'est la rentrée, venez essayer vos nouvelles lunettes, etc. Donc en fait c'est très très malléable. Moi j'apprends beaucoup de choses grâce justement à ShipUp notamment. T'as une nouvelle source de données pour tirer des nouveaux enseignements? Exactement. Du coup grâce à l'enquête NPS, avant j'avais vraiment pas de data, sauf à lire chacun des tickets que je recevais d'insatisfaction client en fait sur Zendesk. Je pouvais pas faire autrement pour identifier les points de rupture. Maintenant, avec l'enquête de satisfaction, en fait, je vois où sont les points de rupture client et quand c'est sur le digital et quand c'est en retail. Et en fait, ça me permet justement de réidentifier là où je peux avoir des optimisations de services. Donc, par exemple, là, on a encore pousser plus loin chez Jimmy Fairly notre optimisation de suivi de livraison, c'est parce qu'en fait, on se rendait compte que c'était génial d'avoir envoyé les SMS et les clients, ça leur a plu pendant un moment jusqu'à ce qu'on se rende compte que en fait, je suis venue en boutique, mais en fait, ma commande, elle était marquée comme livrée, mais elle n'y est pas. Donc, on a changé le système. Et justement, par rapport à cette logique de NPS, étant donné que vous avez un peu un modèle hybride, omnicanalité, je vais y arriver, est-ce que tu observes des alignements par rapport à ça, ou de se dire il faut avoir une expérience qui est un petit peu différente, ou du moins nurturer le client différemment entre ce côté un peu online et quelqu'un qui vient directement en boutique? Alors, on a un côté un peu particulier chez Jimmy Fairly, c'est que le retail s'est développé avant le digital. Okay. Donc le site est assez jeune, et c'est vrai qu'on a un gros parc de boutiques, et donc
on a une expérience qui est un petit peu différente online et en retail. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est de faire vraiment de l'omnicanalité et de rassembler nos clients, puisque aujourd'hui, un comportement qu'on observe, c'est que les clients vont sur le site avant de se rendre en boutique. Donc finalement, on traite les mêmes clients, mais on a une expérience qui est totalement différente. Et en fait, l'enjeu digital est d'autant plus important chez nous aujourd'hui que quand ils viennent en boutique, on a le moyen de les accueillir, de leur parler, de leur montrer notre identité de marque. Je le disais tout à l'heure, on a un NPS achat qui est extrêmement élevé. Sur le site, ils sont totalement livrés à eux-mêmes. Donc finalement, l'expérience post-achat, elle est super importante pour montrer en fait cette image de marque en poussant des mails brandés, etc., en essayant de faire de l'omnicanal. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vraiment remettre à la hauteur l'expérience digitale de l'expérience qu'il y a en retail. Lorsque tous les trois collectivement, on avait commencé à intituler un petit peu cette table ronde, on réfléchissait, et notamment à l'orée un peu du Black Friday, bientôt Noël, c'est d'autant plus important, une solution de post-purchasing, de se dire, en termes de saisonnalité, en termes de trafic, en termes de volume justement d'achat qu'il va y avoir, de se dire, il y aura forcément des écueils de transport ou de logistique. Pour autant, il y a une logique d'optimisation qui peut y avoir au niveau des tickets. C'est ce que vous observez, chacun ? Oui, exactement. Moi, par exemple, ma période de rush n'est pas forcément la même que tout le monde, puisqu'on vend des lunettes de vue et des lunettes de soleil. Donc, ma période de rush vient de passer. Okay. C'était de juin à juillet. Donc, tu respires pendant le Black Friday? Je respire, je sais pas trop. Oui, non, je respire pendant le Black Friday. Donc, tout va bien. J'ai bien roulé ma bosse juste avant. Mais en fait, effectivement, d'avoir optimisé tout ce suivi-là de livraison, ça me permet vraiment d'anticiper les problèmes. Et en fait, je suis le nombre de tickets, par exemple, que je reçois des clients de requêtes sur Zendesk. Et en fait, mon challenge de cet été, c'était que le pourcentage de tickets suivis livraison n'augmente pas. Donc, on a mis en place ShipUp en juillet 2020. On était donc à 30% à ce moment-là de tickets Zendesk. Avec toutes les améliorations qu'on a mises en place, on est quand même descendu à 6% de tickets Zendesk, donc un gros gap. Tu anticipes justement l'une des questions sur lesquelles on va basculer justement tout à l'heure. Et pour rebondir justement sur ce différent point, donc c'est de se dire, ok, il y a le côté contextualisé temps réel, mais désormais j'ai une source qui est fiable, qui est temps réel de ce qui se passe pour avoir un NPS qui est tangible à mesurer. Exactement. Ok. Comme je le précisais un petit peu en préambule, donc on a évoqué ces différentes facettes organisationnelles, d'optimisation de services clients, et également vous en avez la possibilité. D'ailleurs, je vois différentes questions qui remontent pour cette dernière, ce dernier temps fort justement du webinar. Donc déjà, merci à vous tous de cette proactivité. Quelques questions. Une première question. C'était justement sur l'idée du gain de trafic qu'il peut y avoir dans la réappropriation à partir du moment où je hoste ma page. C'est-à-dire, avant, je suis sur un Colissimo, il y a une rupture. Désormais, je réapproprie. Et on a des idées un petit peu de KPI autour de ça? Ouais, alors c'est assez simple. Vous regardez votre nombre de commandes par mois. En moyenne, une commande, ça va être 2 visites. Donc, vous faites x2. Et ça va correspondre à peu près au trafic additionnel que vous pouvez espérer avec la page de suivi sur votre site. Ok. Une autre question pour toi, Romain. Concernant le NPS, le score de satisfaction, ouais. Est-ce que vous envisagez la comparaison visible selon le service, la nature de la marque? Je suis une DNVB, cela m'intéresse de connaître le score des autres anonymes. Une logique un peu de benchmark pour voir où est-ce que je me positionne là-dessus. Alors, sur cet outil d'enquête de satisfaction, c'est hyper intéressant que la question soit posée parce qu'on vient de l'améliorer et c'est sorti la semaine dernière. En fait, l'idée, c'est que le constat de départ, c'est que la plupart des clients mécontents font pas l'effort de contacter le service client. Donc, si on arrive à avoir un taux de réponse élevé sur une enquête de satisfaction, on va détecter plein de clients mécontents. Et c'est ce qu'on fait. Au moment où le colis est livré, on envoie un email. Le client est tout excité, il répond. Et maintenant, avec notre nouveau produit, on va pouvoir l'emmener dans un scénario de réponse. C'est-à-dire, si le client dit « mon produit est abîmé », on va lui demander automatiquement de prendre une photo du produit abîmé. On va automatiquement envoyer un ticket Zendesk. Comme ça, l'agent va pouvoir immédiatement renvoyer le bon produit sans en fait que le client ait eu, lui, à aller se plaindre vers le service client. Et donc ça, dans ShipUp, ça va nourrir des statistiques, un tableau de bord
qui va vous dire sur quel paramètre vos clients se plaignent le plus, etc. Donc ça, c'est des analyses au sein des propres enquêtes de satisfaction de l'e-commerçant. Pour l'instant, on n'a pas encore cet outil de dashboarding qui agrégerait les enquêtes de satisfaction de nos autres clients. C'est quelque chose, on y réfléchit, mais c'est pas encore à l'ordre du jour. Très clair. Encore une ou deux petites questions dans les quelques minutes qui nous restent. N'avez-vous pas peur que les clients voient bien que vous utilisez des outils d'information post-achat à des fins marketing? Est-ce que cela ne dessert pas l'image de marque? Non, pas vraiment. Si on choisit en fait les images et les messages qui doivent être poussés et qui sont pertinentes en fait pour le client. Moi, la question que je me pose en fait à chaque fois quand je configure une notification, c'est quelle va être la prochaine question du client ou quel va être son comportement. Et en fait, je veux toujours qu'il y ait une pertinence dans les messages qui sont poussés. Donc c'est choisi avec soin et si c'est pas approprié, dans tous les cas, même s'il y a ce travail du coup d'anticipation qui a été fait avant, comme j'ai la main totalement sur mes notifications, je change le message et exactement. Aucun souci là-dessus. Je crois qu'on avait abordé ce sujet-là. C'est le côté personnalisable, être fidèle à mon univers de marque et paramétrer, de dire voici quel est un peu mon tone of voice et donc là-dessus d'être relativement fidèle à ce qu'on peut proposer là-dessus. Alix, moins 30% de tickets sur le suivi de commande avant l'implème de ShipUp depuis 6%, c'est ce que tu disais? 6%, ouais. D'accord, ok, tout à fait. J'ai une petite question, un petit peu de clôture aussi. Via la période qu'on a traversée, qui j'espère d'ailleurs va bientôt se clôturer dans une certaine mesure, il y a des tendances évidemment qui ont émergé, qui sont davantage densifiées. Dans le post-purchasing, post-Covid, qu'est-ce que vous pensez qui va rester en termes de tendance selon vous? Question très ouverte, j'admets. Ouais. Un peu plus généralement dans l'e-commerce, nous, du coup, on voit les volumes de 400 e-commerçants. Ce qui est intéressant, c'est que quand le Covid est arrivé, on a vu un énorme pic l'année dernière et on s'est dit, du coup, est-ce que c'est un pic qui va retomber sur des croissances annuelles normales une fois que les confinements seront finis et que les gens pourront retourner en boutique? Et en fait, c'est pas ce qu'on observe. On observe que l'e-commerce a vraiment passé une marche à ce moment-là, entre mars et avril 2020. Et en fait, c'est vraiment un nouveau plancher. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que l'e-commerce redescend en dessous et au contraire, on est encore en croissance annuelle. Donc, ça veut dire beaucoup plus de volume. Et en termes de post-achat, ça veut dire que je pense que les clients, de toute façon, vont être de plus en plus exigeants puisque des solutions comme les nôtres s'installent dans de plus en plus de marques. Donc, une marque qui ne l'a pas, c'est parfois, ça peut être un peu déceptif pour l'acheteur en ligne qui a pris des habitudes sur d'autres marques. Donc, on va, avec l'augmentation des volumes, on va aller de plus en plus vers plus de post-achat, je pense. Nous, côté Jimmy, on a eu la chance de pas fermer nos boutiques, sauf pendant le premier confinement. Donc, on a été extrêmement chanceux. Mais effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a remarqué que les clients allaient sur notre site avant de se déplacer en boutique ou faisaient l'expérience d'un achat sur le site avant de revenir en boutique pour ensuite faire un nouvel achat, etc. Donc, pour moi, l'enjeu, ça va être de justement rendre le retail et le digital omnicanal pour proposer une expérience aussi unifiée et aussi qualitative, en fait, online, post-achat, qu'en retail. Voilà. J'aurais aussi une dernière petite question. Est-ce que c'est une tendance demain, l'hyper-personnalisation de l'expérience post-achat? De se dire, tiens, Mathias, je suis pas forcément très sensible à recevoir son colis same day. Est-ce qu'il y a des données aussi? On sait où j'habite, on sait que je suis quelqu'un qui fait pas forcément énormément de tickets. A contrario, ma voisine, elle est très sensible là-dessus. Ouais. Est-ce que demain, on peut s'orienter vers... On peut déjà le faire, par exemple, dans notre solution. Nous, on peut modifier le wording qu'on va délivrer à un client en fonction de plein de variables qui lui sont propres. Donc, par exemple, si on va écrire à un client qui est dans un programme premium et qu'on veut lui afficher un truc particulier parce qu'on a plus de connaissances sur lui ou parce que on a une manière de s'adresser au client premium différemment, et on peut le faire dans les notifications ShipUp. C'est-à-dire que pour 2 emails de livraison, un client non premium et un client premium n'auront pas la même chose,
n'auront pas le même wording. Et donc, on peut faire ça selon ce que le client a acheté, selon le transporteur qu'il a choisi, où il habite, tout un tas de variables qui permettent de personnaliser. Donc, tu adaptes à l'hyper-personnalisation en étant fidèle à la nature de la segmentation côté client, c'est ça? Nos notifications de suivi peuvent être différentes selon la segmentation des clients au sein de l'e-commerçant. Et ça peut être hyper intéressant, je rebondis là-dessus, parce que par exemple, quand un client a une mauvaise expérience ou décide de refaire confiance à une marque où ça s'est mal passé la première fois, il va être en fait hyper attentif à comment la marque va le recevoir, comment la marque va l'informer. Et c'est vrai que le premier argument qui va sortir, c'est « mais vous comprenez, j'ai déjà eu un problème avec vous par le passé, et donc si je reviens là, c'est un effort que je fais aujourd'hui, et donc vous avez intérêt à assurer ». Et donc en fait, de lui pousser un message un petit peu plus personnalisé en disant on se souvient de vous, on sait que ça s'est mal passé, mais vous inquiétez pas, on regarde avec une attention toute particulière comment ça se passe et on sera là, etc. C'est vraiment, c'est très qualitatif pour lui, quoi. Et ça le met aussi en valeur, quoi. Ça le récompense en fait de la confiance qu'il met dans la marque. On arrive à peu près sur le temps qui était imparti. J'espère qu'on a répondu justement à essayer d'éclairer, de dévoiler ce côté pratico-pratique. Pour conclure aussi, c'est sympa de se retrouver physiquement pour justement du temps réel sur ce format We Speak Retail. On est dans la période de la rentrée. Est-ce que vous avez des actualités particulières à partager? Comment se dessinent les prochains mois pour vos entreprises respectives? Moi, je pense que je veux partager deux messages qui vont être assez en lien avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui. D'abord, pour les dirigeants à la tête des services clients qui voudraient rentrer davantage dans le concret par rapport à ce webinaire, on a sorti un livre blanc avec Zendesk qui fait une 60aine de slides, et on l'a créé avec Geoffrey Joannet qui était à la tête du service client chez Cheers et qui est maintenant chez Jaffy, et qui en 60 slides nous explique 4 petits automatismes qu'il met toujours en place et qu'il adore. Des quick wins qu'on peut avoir assez rapidement. Et là, c'est vraiment des captures d'écran, pas à pas, comment je fais dans mon Zendesk pour configurer ces bonnes pratiques que Geoffrey Joannet met en place. Donc, on va partager le lien. Exactement, en termes de suivi, on va revenir là-dessus très rapidement. Ouais. Et sinon, pour nous rencontrer, puisque les événements physiques redémarrent, on va être au Savent Event de Londres les 5 et 6 octobre. Au Cross Border qui devrait être virtuel le 15 octobre. On est évidemment au One to One de Monaco 26 à 28 octobre. Et on sera aussi au Retail Connect de Lille le 23 novembre. D'accord. Donc pas mal de dates. Et la suite pour ShipUp, les États-Unis? On a déjà ouvert nos bureaux aux États-Unis cette année avec un peu de retard par rapport à ce qu'on voulait faire à cause du Covid. À cause du travel ban aux États-Unis. Voilà, exactement. Mais on a maintenant une équipe sur place qui continue à grossir. Donc nous, en effet, on croit en Europe. On a pris des nouveaux bureaux en juin qui sont géniaux, et on a ce bureau à New York qu'on est aussi en train de développer auprès de la clientèle nord-américaine. Alix, un petit point? Un petit point, oui. Alors juste pour insister un peu sur Jimmy, donc on s'ouvre à l'international. On était déjà présent en France et au UK. Là, ça y est, on attaque une nouvelle période, un nouveau challenge pour nous, puisqu'on veut s'étendre à l'international. N'hésitez pas à passer. Quand vous achetez une paire de lunettes Jimmy Fairley, une paire d'optiques, vous faites une bonne action, puisque on va dire le mantra un peu classique des opticiens, c'est une paire achetée, une paire offerte. Voilà, nous, cette paire offerte-là, on a fait le choix, en fait, de l'offrir à quelqu'un qui était dans le besoin et qui pouvait pas se payer des lunettes, tout simplement. Génial, donc avec de gros avantages. Et évidemment, s'il y a des chargés de service client, responsables de service client qui veulent me contacter pour qu'on échange des best practices, c'est tout à fait possible. J'adore échanger avec mes homologues. On s'enrichit à chaque fois, donc n'hésitez pas. Et puis justement, je pense que dans l'audience, on avait pas mal de gens qui étaient assez orientés côté support, côté CSM. Je vais clôturer, moi aussi un petit point d'actualité. Donc évidemment, imminence, reprise des salons. Donc, comme vous le savez, We Speak Retail, c'est un format conjoint entre le Hub BPI France et Comexposium. Donc, prochain salon Digital Marketing à Biarritz, le 5 et 7 octobre. Et comme tu le précisais, Romain, donc Monaco, Retail e-commerce du 26 au 28 octobre. J'espère qu'on a été fidèles à ce lancement qu'on avait eu au mois de fin juin, début juillet. Toujours être dans le pratico-pratique, le retour d'expérience, essayer justement de délivrer quelque chose qui est inspirant. On va continuer, on va dupliquer ce type de format. À peu près, rendez-vous toutes les 6 semaines avec une nouvelle collaboration, un retour pratique entre un éditeur de solutions, un retail. Et à chaque fois, on explore un nouveau pan de la chaîne de valeur retail. Et donc, prochain rendez-vous le 18 novembre
plus d'informations à venir. Donc ça se passe sur wespeakretail.com. Et là, on va parler de circulaire, comment mettre en place sa propre marketplace de second hand sur ces différents sites. Toutes ces informations, vous les aurez. Donc prochain rendez-vous le 18 novembre, wespeakretail.com. Et dans l'après-midi ou demain, vous recevrez l'ensemble des différentes informations que nous ont partagées Alix et Romain, que je remercie encore. Donc ce livre blanc sur Zendesk, le rappel des différentes informations pratiques. C'était un plaisir. J'espère qu'on a pu répondre à ces différentes questions. Et on se retrouve le 18 novembre. À très bientôt. Merci.